Bonjour, donc Michel Roux, je ne me présente pas, c'est écrit derrière. On va donc commencer le cycle de conférences avec une conférence consacrée aux concentrations et à tous les achats et rachats qui ont pu se faire dans le monde du véhicule hors d'usage. Le titre officiel, c'est les grandes manœuvres capitalistiques remodèlent le paysage des acteurs du VHU en France et en Europe. Alors, nous avons ici parmi nous Florence Bailleul, qui est directrice générale d'Indra, Marc Forter, qui est entré il y a quelques années dans le monde du VHU en rachetant, entre autres, Accueil Autopièces dans le Grand Est. Luc Fournier, qui est là, qui est directeur de l'activité PIEC chez Alliance Automotive Group. Manon Molins, qui représentera le groupe suédois Autocirc en tant que directrice générale adjointe. Directrice du développement, excusez-moi. Et Patrick Poincelet, guest star, qui était prévu mais que vous ne verrez pas sur le tableau, qui certainement nous fera une très belle conclusion. Alors... Bon, le moment, je vous résume, le monde du VHU vit un moment anxiogène entre la loi AGEC, le diktat des conventions d'assurance, les rachats qui ouvrent sur des concentrations dans le VHU. Excusez-moi. Une trentaine d'entreprises ont changé de main en quelques années, souvent des très belles entreprises. On voit actuellement des maillages à tous les niveaux, au plan européen, chez les distributeurs, dans les réseaux de VHU, les groupes de concessionnaires et même les centres VHU entre eux. Autant de cas que de stratégies, de toute façon très liées aux approvisionnements, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, on va commencer en demandant à Luc Fournier sa vision du dossier, sachant que Luc doit partir dans 10 minutes, car il a des visites hautement officielles sur son stand. Bon, Luc, vous avez été un précurseur en ouvrant le bal des achats d'entreprise avec le Careco Genève Occasion il y a une dizaine d'années, c'était en 2016. Je me souviens, ça se passait sur Polytech et AAG découvrait le monde du VHU, vous aussi, vous veniez d'arriver. Merci Michel. On n'entend pas bien en fait. Mais... On n'entend pas bien? Non. Oui, effectivement. Vous nous entendez ou pas? C'est le retour en fait. Vous là-bas, ça va. Ok, merci Michel de me donner l'opportunité de prendre cette parole. Effectivement, nous avons été des précurseurs puisque en novembre 2016, nous procédons à l'acquisition de Genève Occasion. S'en est suivi d'autres acquisitions. L'idée était assez simple, c'était de répondre à une nouvelle donne qui était le décret PIEC, sachant que nous sommes adossés à un groupe qui vend de la pièce détachée aftermarket et d'origine, et il nous fallait absolument apporter une réponse à nos réparateurs. Deux modèles étaient envisageables, soit on prenait des accords avec des centres de recyclage, soit on prenait notre destin en main, et on a choisi la deuxième version, c'est d'intégrer ces centres de manière à créer un modèle industriel et de proposer une offre à nos clients réparateurs, une offre maîtrisée en termes de qualité. Donc ça a été vraiment notre vision au départ. Au début, on a bien observé le marché, on a été à la rencontre des carrossiers, des mécaniciens, pour comprendre quels étaient leurs besoins. Leurs besoins étaient assez simples, hein, c'est j'ai envie d'acheter une pièce de qualité et sans ennui. Donc pour ce faire, on a bien benchmarké quelles étaient leurs attentes, à savoir un bon packaging, un bon référencement, le bon prix, la bonne qualité et surtout la bonne livraison, de manière à ce que le carrossier qui a planifié son chantier, son ordre de réparation, puisse recevoir une pièce à J+1 et à un prix acceptable, accepté par les compagnies d'assurance. Donc, sur cette constatation terrain, on a appuyé notre modèle et c'est la raison pour laquelle on est arrivé sur ce marché en intégrant des boîtes et surtout en proposant une offre avec une marque Back to Car. C'était il y a 8 ans, Michel. Vous avez une dizaine de centres VHU, donc déjà un bon début de maillage, plus un en construction. Avec un tel maillage, pourquoi créer justement ce centre en région parisienne? Vous avez démarré en croissance externe et finalement vous vous recentrez en croissance interne. Oui, c'est très juste.
Alors, nous avons aujourd'hui 6 centres, dont un qui est présent à ma gauche, établissement Ferron Recyclage, qui fait partie du groupe. On a choisi le modèle industriel tout simplement parce que aujourd'hui, il y a une sorte d'acteurs concurrents qui veulent acheter des centres de recyclage. Et nous, on n'est pas prêt à payer ce prix-là sur le marché. Le marché est devenu un peu fou en termes d'acquisition. Donc, on laisse passer un peu la vague. Et l'idée, c'est de répondre, je dirais, au cahier des charges des assureurs et de se positionner dans certaines régions. Donc, l'Île-de-France, c'est une première réponse. C'est le plus gros gisement de VHU en France. Mais on a d'autres idées. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais on a d'autres projets industriels en réflexion. Et l'idée, c'est d'aller sur des grandes métropoles pour être au plus près, je dirais, des gisements importants et en partenariat avec les compagnies d'assurance. Donc, on continue notre chemin d'un point de vue industriel et on préfère investir dans de l'industrie plutôt que dans des acquisitions pour l'instant. Oui, sans dévoiler de scoop, le réseau pour vous, idéalement, il serait de combien de centres? Au départ du projet, quand je suis arrivé, on citait 20, 13, 15, on ne savait pas trop. C'est un marché qu'on découvrait, on est parti de zéro. Je pense que si on peut avoir 13 centres de recyclage, ça sera très bien. Oui, vous êtes pratiquement arrivé. Oh non, il y a encore du chemin. D'accord. Et vous inaugurez quand la région parisienne? Excuse-moi. Vous inaugurez quand la région parisienne? En fin d'année 26. D'accord. Et par le biais d'AAG, vos centres s'appuient sur un réseau de 1200 comptoirs. Quel est votre bilan de près de 10 années et comment voyez-vous l'avenir de la PRE au sens large? Répétez. On a un problème de retour. Par le biais d'AAG, vos centres VHU s'appuient sur un réseau dur de 1200 comptoirs. Quel est votre bilan de près de 10 années et comment voyez-vous l'avenir de la PRE? D'accord. C'est une bonne question. Effectivement, lorsque nous avons approché ce marché, je rappelle, je suis adossé à un groupe, Alliance Automotive. On a environ 1200 magasins sous enseigne Précisium, Groupe Auto ou Pièces Auto qui découvraient complètement ce marché. C'était un marché totalement nouveau, c'était un marché qui était totalement séparé. Il y avait d'un côté les constructeurs, l'aftermarket qu'on représente, et puis les recycleurs qui avaient leur propre business en local. Donc il a fallu qu'on amène sur étagère une nouvelle offre à ces distributeurs qui avaient l'habitude de vendre des marques, qui avaient l'habitude de vendre du Bosch, du Facom, des marques de renommée. Et il a fallu qu'on markete cette offre-là et qu'on le remette sur étagère avec, je dirais, une marque. C'est aussi la raison pour laquelle on a proposé une marque à tous nos comptoirs. Mais il a fallu aussi qu'on industrialise, qu'on structure d'un point de vue marketing et commerce, de manière à ce que ça soit facile, comme on dit dans notre groupe, easy to deal, facile à commercer. Et donc pour ça, il a fallu qu'on embauche des promoteurs qui sont au quotidien à côté de nos distributeurs pour accompagner, former. Je dois avoir chaque semaine des notes de frais de pizza le midi où on va former nos magasiniers dans tous les comptoirs de France de manière à éduquer, puis quelque part à leur donner les rudiments de la commercialisation de la pièce de réemploi aux côtés de la pièce neuve. Aujourd'hui, on est sur un véritable succès puisque à ISO famille, c'est-à-dire que chez Alliance Automotive, on fait de la peinture. Bon, dans la PRE, il n'y a pas de peinture, donc on a mis de côté toutes les familles qu'on ne faisait pas en PRE, je veux dire la peinture, comment dirais-je, l'outillage, etc. Et tout. Et à ISO famille, on dépasse le taux de 10% en taux de pénétration, 11,2 en septembre, ce qui est en soi une excellente performance. Donc tout va bien? Oui. D'accord. Bon, il est moins le quart. Si vous avez besoin de partir, on vous libère. Merci Michel. Merci à tous. Bon, ça tombe bien, c'est Manon Menas qui récupère le micro. Bon, Manon, vous représentez la société Autocirque. Alors, Autocirque, ce sont des Suédois qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années, 4 ou 5 ans? Oui, c'est ça. Et qui se sont lancés dans des achats de centres VHU. Mais avant la France, vous avez une vision européenne. Est-ce que vous pouvez résumer les implantations, le secteur d'activité? Qui sont les investisseurs? Et comment ça se passe un peu dans les autres pays, au niveau des achats, au niveau du marché? La question est large. OK. Merci Michel, déjà de nous recevoir. Donc, le groupe Autocirque a été créé en 2019 donc, par Johan Liverd et Mathias Petersen. Ce sont 2 Suédois qui étaient eux-mêmes issus du métier. Donc, ce sont des recycleurs automobiles. Vous m'entendez? C'est bon? OK.
J'essaye qu'on ait un retour. Sont eux-mêmes des recycleurs automobiles qui étaient persuadés qu'au sein de ce secteur, il manquait un acteur européen avec une vision 360. Donc pour ça, ils sont appuyés sur un partenaire financier, un fonds d'investissement qui s'appelle Nordic Capital, qui est un fonds d'investissement suédois, eux-mêmes convaincus du potentiel d'avoir un acteur européen dans ce secteur. Aujourd'hui, Autocirc, ça représente 66 entreprises dans 7 pays. Donc on est présent évidemment en France, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni. On a aussi, autour de cette activité de démontage, on a des entreprises qui sont autour de tout ce qui est réparabilité automobile. Donc dans le groupe, on compte des entreprises de transport, des carrosseries, des entreprises de remanufacturing, même si notre cœur de métier, ça reste le démontage automobile. Donc on a une cinquantaine de démonteurs automobiles qui sont majoritairement basés dans les pays nordiques. Et si vous voulez, Autocirc, si on doit résumer un petit peu l'objectif, ça va vraiment être la mutualisation. C'est tout d'abord la mutualisation des marchés. Pourquoi être un acteur européen? Parce qu'aujourd'hui, dans différents pays, on a des parcs automobiles différents, on a des marchés différents. Si je prends l'exemple de la France, on va rentrer des véhicules peut-être de marques suédoises qui vont avoir du mal à trouver preneur en termes de PRE. Et là, c'est là où ça a tout l'intérêt de mutualiser nos ventes, de mutualiser nos stocks, mutualiser nos marchés. À l'inverse, dans les pays nordiques, si on prend toute la partie pièces de réemploi française, c'est pas du tout leur top vente. Donc voilà, on est en train vraiment de construire un peu ce stock mutuel, d'essayer de construire tous ces canaux de vente qui nous permettront d'optimiser le turnover de nos stocks. On a aussi une grosse partie qui est autour de la mutualisation des process. Si on prend l'exemple de la Norvège, on a un marché qui aujourd'hui est à 50% électrifié en termes de véhicules. Donc que ce soit de l'hybride ou de l'électrique, on a 50% des véhicules qui sont électrifiés. Et c'est là où on arrive à avoir un petit peu plus d'avance sur comment on va traiter ces véhicules, quels vont être les exits en termes de batterie. Donc voilà, si je dois résumer en quelques mots, effectivement, Autocirc, c'est un écosystème 360 qui est basé sur la mutualisation des marchés et des process. Oui, vous bouclez les boucles, produits, entreprises, matières, enfin, vous bouclez toutes les boucles. Alors, matière, pas encore, peut-être. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir que la boucle soit bouclée autour de la réparation automobile et de préférence de manière écologique. La France, est-ce que la France est à part? Je pense notamment au contexte actuel, aux assurances, à la réglementation, effectivement aux politiques de concentration. Comment les étrangers nous considèrent-ils? Et bien évidemment les Suédois. Alors, on a des marchés qui sont complètement différents dans les pays nordiques et en France. Déjà en Suède, si je prends l'exemple de la Suède qu'on connaît le plus, 100% des véhicules sont démontés. Et toutes les pièces issues de ces véhicules démontés vont être utilisées pour la réparation des sinistres automobiles assurance. Donc c'est vraiment, encore une fois, un écosystème qui a été créé entre les recycleurs automobiles et les assurances, où le deal, c'est vous démontez toutes les voitures, et en échange, on a une exclusivité. Donc évidemment, il y a certains critères, hein, ce n'est pas une exclusivité à vie. On a une exclusivité sur les pièces qui sont démontées de nos véhicules, et on va réparer de manière plus durable et de manière plus économique nos sinistres automobiles avec ces pièces-là. Donc là, c'est la plus grosse différence, on va dire, en termes de marché. Également, on a un autre fait qui est assez marquant, c'est la typologie de pièces qui vont être démontées en Suède. On a une gamme de produits qui est beaucoup plus importante. Je sais qu'en France, on a tendance, nous, à démonter des ensembles de pièces. On va démonter une porte avec... il y aura peut-être encore la vitre, il y aura encore peut-être le lève-vitre, un pare-choc pareil qui sera avec les grilles, les capteurs. Là-bas, chaque pièce, chaque référence d'origine constructeur fait l'objet d'une pièce de réemploi. Donc voilà, c'est la grosse différence entre la France et la Suède.
Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, en France, donc pour la partie Autocirque France, on s'inspire beaucoup de ce modèle-là. On est intimement persuadé que l'avenir de la PRE passera par plus de véhicules démontés et plus de pièces démontées sur les véhicules. Donc c'est sûr qu'on s'en inspire beaucoup et qu'on a encore un petit peu de travail devant nous pour arriver à ce modèle-là. Et les Suédois, ils nous prennent pour des martiens ou au niveau de la réglementation ou... Alors c'est sûr que, par exemple, si on prend l'électrique, on fait un petit peu de, si je peux dire le terme zèle, en termes d'infrastructure, de tout ce qui est mis en place. Voilà, il y a beaucoup moins de réglementation autour de l'électrique en Suède qu'en France. Après, pour autant, le parc automobile est plus électrifié et ça se passe bien. Mais bon, en France, on va dire qu'on est dans une découverte aujourd'hui et on fait nos propres expériences avec les réglementations en cours. Et pour ce que j'avais vu une fois en Suède, ça se passe pas si mal là-bas, apparemment. Alors, pour l'instant, vous avez concentré vos achats sur des cars éco en France, ce qui est un peu une particularité, puisqu'il n'existe pas de réseau dans tous les autres pays. C'est une sorte de reconnaissance de qualité pour le réseau, certes. Est-ce que c'est une mainmise et quelles seront vos prochaines orientations? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 6 centres français qui font partie du groupe Autocirque font également partie du réseau Careco. La raison est simple. En général, on a un petit peu le même ADN que Careco. On a des centres qui sont industrialisés et qui ont surtout une vision qui est axée vers la PRE. Après, on n'a aucune exclusivité avec le réseau Careco pour nos futures acquisitions. Et on aura d'autres acquisitions qui ne feront pas partie du réseau Careco, mais qui auront pour autant cet ADN d'industrialisation et de PRE. On a une particularité au sein du groupe également, quand on fait des acquisitions, c'est l'humain. L'humain reste très important pour le groupe. On achète des sociétés qui ont des équipes qui sont en place, des sociétés qui fonctionnent financièrement. Et si elles fonctionnent, c'est aussi parce qu'on a des équipes. Donc on essaye de prendre l'historique de toutes ces entreprises et de les adapter au futur et à ce que va devenir Autocirque. Pour vous donner un exemple, sur les 66 centres Autocirque actuels en Europe, 65 dirigeants qui ont rejoint le groupe sont encore en place. Et celui qui n'est plus là, c'est parce qu'il a pris sa retraite. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de garder l'humain au cœur de nos entreprises. L'avenir pour nous, effectivement, maintenant, ça va être de continuer notre maillage national avec des acquisitions à venir. On prévoit d'être entre 15 et 20 d'ici fin 2027. L'idée, c'est de garder cette proximité avec nos clients, d'avoir des enlèvements responsables et de garder cet esprit local factory avec un maillage important qui permettra de couvrir la France. J'ai mal entendu à cause de l'absence de retour. Combien d'entreprises en France vous visez? Entre 15 et 20. D'ici 2027? Fin 2027. Bon, ben, avis aux amateurs. Florence Bailleul, pour Indra. Oui, bonjour. Alors, historiquement, Indra détient 2 centres VHU près de Vienne, à cette autopièce, et ressources à Romorantin. Pouvez-vous resituer Indra dans cette galaxie où beaucoup amalgament Renault, Futuris Neutral, Gaïa, Flin, Indra, sans oublier Suez? Alors, je vais faire un petit Back to the Future, si vous me permettez. Donc, Indra a 40 ans, va fêter ses 40 ans cette année et a historiquement été détenu par Renault et Suez. Renault et Suez ont pris la décision d'investir dans The Future is Neutral, qui est devenu notre tête de pont et qui a en charge un projet d'économie circulaire unique européen qui vise à offrir l'ensemble des services aux acteurs de l'industrie automobile. Et donc, au sein de cette grande famille The Future is Neutral, il y a donc Indra en charge du traitement et de la valorisation des véhicules hors d'usage.
et qui offre aussi des services d'engineering au service de ces acteurs. Il y a The Remakers, dont la spécialité est de faire du remanufacturing et de l'échange standard sur essentiellement des organes mécaniques, mais aussi aujourd'hui sur de l'électrique. Et d'ailleurs, ils sont primés sur le salon Equipoto à ce titre. Et Gaia, qui a vocation à travailler sur des boucles courtes de matière, sur de la rénovation de batteries et sur des fins de série de pièces détachées. Donc ça nous a permis de construire et de faire partie d'un écosystème qui offre de nombreux services dans la dynamique de l'économie circulaire automobile. Donc j'espère que ça clarifie le cadre dans lequel nous évoluons. Alors, vous vous êtes lancé dans les achats. Alors, il faut préciser que même si AAG, Alliance Automotive, a été le premier à acheter des centres, vous l'aviez fait bien avant l'existence de Indra V2, en investissant dans cette autopièce. Mais vous vous êtes lancé dans les achats. Quel est votre objectif de maillage et quelle est votre vision idéale du réseau Indra à échéance 5 à 10 ans? Alors, au risque de ne pas être très original, il semblerait que l'ensemble des acteurs, on va dire, qui ont entrepris de la consolidation et des rachats aient un chiffre autour de 15-20 qui est un chiffre d'or. C'est effectivement un chiffre qui renvoie en fait à une régionalisation, hein, donc à des points de maillage et d'ancrage qui permettent de créer on va les appeler des hubs, des plateformes régionales autour desquelles peuvent s'organiser un maillage beaucoup plus fin. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir 15 à 20 partenaires, qu'ils soient nos partenaires détenus ou qu'ils soient des partenaires du réseau, qui soient vraiment des têtes de pont régionales et qui soient complétés par un maillage beaucoup plus dense et beaucoup plus local, parce que nous croyons à l'ancrage territorial très fort et nous pensons que nous sommes dans un métier qui est assez cyclique, assez volatile, qui doit faire face à des afflux de véhicules assez irréguliers et qu'il est nécessaire d'avoir une grande agilité. Par ailleurs, notre objectif est d'aller jusqu'à 500, voire 600 centres agréés dans le cadre des systèmes individuels, parce que pour répondre aux exigences de la loi AGEC, il faut être capable d'offrir un service de proximité jusqu'au consommateur, et ça nécessite un maillage territorial beaucoup plus large. Donc on est dans une logique qui est à la fois de consolidation à travers nos centres, parce que nos maîtres mots, ça va être industrialisation, digitalisation, et donc ça va vraiment être le pilier de nos centres, et d'un réseau rapproché, et en même temps d'avoir un réseau extrêmement maillé pour pouvoir offrir l'ensemble des services pour lesquels nous avons été choisis. Alors, il y a une question fondamentale qui anime beaucoup les discussions. C'est comment fait-on vivre un réseau mixte, c'est-à-dire un réseau qui mêle des entreprises intégrées et des partenaires adhérents. Pensez-vous, question subsidiaire, pensez-vous, comme beaucoup le supposent, que nombre d'entreprises vont disparaître? Alors, je pense qu'il y a vraiment deux questions différentes, donc je vais peut-être adresser la première pour commencer. Comment on fait pour faire cohabiter plusieurs types d'acteurs dans un réseau? Moi, j'ai envie de dire bien. On fait bien. C'est quelque chose qui existe dans d'autres activités. L'objectif, il n'est pas de choisir l'un contre l'autre ou l'un plutôt que l'autre. Il est vraiment de définir le standard. Donc, on est vraiment dans la construction du standard et de s'appuyer sur la totalité des compétences, parce que ce soit à travers nos centres et les plans d'investissement qu'on est en train de lancer, et donc pour industrialiser et digitaliser nos centres, nos exigences vont être les mêmes, que ce soit pour nos centres ou pour les membres du réseau qui pourront offrir le service plus. Donc tout le monde a sa chance, c'est un choix, il y a de très bons acteurs dans le réseau et sur le marché, et donc l'objectif, c'est d'être avec un réseau ouvert qui remplit les standards de qualité et les exigences définies. Et donc maître mot, industrialisation et digitalisation, avec la logique d'être
unis par le nombre. L'union fait la force dans ce métier, de notre point de vue, pour pouvoir à la fois être local, ancré sur les territoires, donc durable, économique et écologique, et en même temps avoir l'effet de levier du nombre et de la qualité. Donc c'est notre credo et c'est vraiment les piliers de notre développement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui se passer sur le marché? Oui, il y a effectivement une concentration, des exigences, on le disait, sur le véhicule électrique qui nécessitent des investissements accrus, des exigences qui ont énormément évolué de la part des assureurs, la nécessité de s'allier, de se concentrer pour pouvoir répondre aux attentes du marché. Donc oui, ça pose des difficultés à certains des acteurs du marché et il est plus que probable qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui ne puissent pas répondre à ces attentes et décident d'arrêter les activités. Mais on n'est pas en capacité de faire de prévision de ce point de vue-là, mais ça semble être la tendance. Bon. Vous chiffrez, en général, on dit entre 4 et 500. Enfin, peut-être que Patrick nous le confirmera tout à l'heure. Je pense que Patrick est le mieux placé pour commenter cette partie. Bon, alors, face à tous ces grands groupes, ces bulldozers, on a demandé à Marc Forter de venir, qui est nouvellement, si je peux dire, arrivé dans la démolition automobile, puisqu'il a racheté un centre il y a 3 ou 4 ans, Accueil Autopièces, dans les Vosges, dans le Grand Est. Et puis, il va nous raconter sa vie. Alors, Marc, tout ceci nous ramène à vous, à l'indépendant de l'étape. Vous êtes arrivé depuis peu. Quel est votre moteur ? Il ne marche pas. Il marche beaucoup mieux, effectivement. Oui. Donc, je suis le tout petit poussé de la présentation, hein, c'est vrai. Hein, moi, je représente du coup 40 collaborateurs, 2 sites qui sont situés en Lorraine, un dans les Vosges, un en Moselle. Donc, j'ai repris effectivement il y a 3 ans. Sincèrement, vous me trouvez que je vais vite. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas assez vite. Ça va pas assez vite. L'écologie a besoin d'un peu plus de rapidité, à mon sens. Et je vois bien qu'autour de nous, ça bouge et que les concentrations sont en train de se mettre en place et que pour nous, c'est pas toujours évident. Donc moi, mon moteur, c'est simplement du coup la passion. J'ai repris ce métier par passion, donc je trouve assez magique d'être une entreprise à mission et de devoir tirer le meilleur en fait de chaque véhicule et aller très loin dans les choses. Alors il y a 2 façons de voir les choses, hein. Il y a une façon économique, une façon recyclage, et l'idée c'est de trouver le juste milieu pour qu'une petite structure continue à avancer du mieux possible en profitant de son avantage, justement le fait qu'elle soit petite, quoi. Merci. Allô ? Avez-vous recentré vos activités, vos entreprises, et avez-vous déjà été visité par des grosses entreprises pour rachat? Décidément, ça ne veut pas. J'espère qu'il y en aura un qui marchera jusqu'à la fin. Alors bien sûr, les entreprises ont été recentrées, hein, même si on a repris depuis peu de temps, donc depuis 3 ans. Clairement, le modèle économique a été revu complètement. Donc on est parti d'une typologie de centre qui était très orientée sur la vente de véhicules vers une typologie de centre qui est très très orientée vers la pièce. C'est devenu la priorité, hein, donc c'est le leitmotiv de l'entreprise. On se rend bien compte que ce modèle économique orienté vers la vente de véhicules est amené à disparaître à terme, ou en tout cas plus de la même manière, et que de toute manière nos partenaires assureurs ont besoin de pièces et que c'est une nécessité pour pouvoir continuer à vivre. Donc du coup le recyclage et le réemploi, c'est vraiment le leitmotiv de l'entreprise et tout le monde s'y attelle. Alors est-ce que j'ai été visité ? Bien entendu, j'ai été visité. Pour autant, c'est pas forcément l'objectif de vendre ce groupe, hein. L'idée, c'est de chercher la concentration aussi sur d'autres modèles, quoi. Donc voilà. Alors, ça y est. Dans ce monde, comment un indépendant farouche
comme vous, peut-il progresser? Farouche. Bon, on va pas se mentir, hein, nos moyens sont pas du tout les mêmes que les grands qui nous entourent. Donc, pour autant, on a plein d'idées. On a une volonté assez folle. Et puis derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a aussi l'avantage d'être une structure de petite taille, ce qui nous permet d'avoir une grande possibilité de très vite changer de direction s'il est nécessaire. L'actualité nous rend bien compte que le monde change très vite. Donc il faut être capable de changer de cap très vite. Nous, aujourd'hui, les décisions, elles se prennent en direct. Et puis la mobilité derrière, elle est assez rapide, quoi. Les gens réagissent très très vite. Je suis aussi convaincu qu'il y a encore de la place pour l'écologie de proximité. Je vais dire ce que je pense, hein. Déplacer des véhicules qui traversent la France, personnellement, ça me perturbe un peu. Alors qu'on est capable de faire la même chose dans une proximité qui est là. Voilà, hein, je dis les choses comme je les pense. Il faut de tout pour faire un monde, et je pense qu'un indépendant a encore sa place dans notre métier aujourd'hui et est capable de faire la même chose qu'un grand, peut-être plus rapidement, avec un petit peu de différence, c'est tout. Très bien. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Rapide. Une fois, deux fois, trois fois. Il y en a. Ah, bonjour madame. Bonjour, merci. J'ai une question par rapport à ce que Florence de Indra a mentionné. C'était le nouveau problème avec les voitures électriques et surtout la réglementation européenne qui arrive concernant les batteries électriques. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Quels sont vos projets là-dessus? Alors, je suis désolée, est-ce que quelqu'un peut me répéter la question? Parce que je n'ai pas entendu le début. Hein. C'est juste que le son n'est pas très bon. Hein. Je crois que ça concernait les voitures électriques. Les batteries électriques et le traitement des batteries. C'est ça? Enfin, vos prolongations, enfin vos prolongements vers la batterie électrique. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que tous les centres sont en train de se mettre... Enfin, les centres qui veulent traiter les véhicules électriques sont en train de se mettre à niveau, puisqu'il y a une nouvelle norme qui impose d'aménager le centre de manière très sécurisée. Donc, ce sont des investissements importants pour chaque société. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'être sûr que le personnel est formé et que le dispositif est organisé de manière à sécuriser les sites. C'est très exigeant, vous l'avez dit, en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc nous verrons ce que ça apportera sur le long terme. Mais en tout cas, à court terme, c'est une vraie nécessité de protéger nos équipes et de protéger les opérations parce que les véhicules électriques présentent quand même des risques d'incendie importants. Et en ce qui concerne les batteries, on est dans une phase où la responsabilité élargie du producteur appliquée aux batteries est en train de se mettre en place. Et à ce titre, des éco-organismes et un système individuel demandé par Renault est en cours d'agrément. Donc aujourd'hui, le dispositif est en train de se mettre en place pour récupérer les batteries et pour qu'elles soient traitées proprement. Donc c'est le début de l'histoire avec ce défi qui est que finalement c'est entre 1,5% et 2% en moyenne hein, des entrées dans les centres. Donc c'est encore très très réparti, donc c'est un gros challenge logistique. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est démarré et effectivement nous y participons grâce à un support d'ingénieurs, de formation et d'accompagnement des centres VHU dans le réseau pour se mettre à niveau. Voilà. Autre question éventuellement? Bon, alors nous approchons de la fin de cette table ronde et nous allons... nous appuyer, si je peux dire, sur Patrick Poincelet, qui est président des recycleurs Mobiliance, qui est expert parmi les experts et qui va nous donner sa conclusion comme il en a le secret.
Bon, je vais essayer d'être clair un petit peu. Alors déjà, je pense qu'il faut resituer un petit peu le paysage. Aujourd'hui, vous avez entendu des centres qui veulent des acteurs qui rachètent des centres pour globaliser, pour industrialiser et pour traiter un maximum de voitures. Mais si vous avez pu remarquer, tous ces acteurs travaillent exclusivement sur la production de véhicules assurance. Je rappelle que les véhicules d'assurance, c'est moins de 20% de la volumétrie de VHU en France. Ce qui veut dire que, globalement, il y reste quand même énormément de produits à traiter. 20% seulement, ces concentrateurs travaillent sur 20% du volume. Premier élément. Le deuxième, par contre, incontournable. Ça, par contre, je pense que je dévoile rien et ça n'engage que moi, hein, mes propos, bien sûr, mais on n'évitera pas la concentration de centres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, en termes d'euros absolus, la nécessité de capacité de remboursement des entreprises en fonction de leurs investissements, malheureusement, je pense que si une entreprise ne traite pas, alors je dis bien, ça n'engage que Patrick Poincelet. C'est uniquement un ressenti que si on ne traite pas entre 4 et 5 000 voitures, 5 000 VHU par an, ce sera compliqué d'avoir les revenus nécessaires pour pouvoir faire les investissements. Donc, automatiquement, je vous rappelle qu'actuellement, sur les 1700 centres en France qui existent, la moyenne des centres, c'est 500 VHU par centre. Donc, vous imaginez, ça fait donc globalement une division par 10, quasiment. Donc, par contre, si on prend les centres qui produisent de la PRE, qui sont au nombre de 1000 aujourd'hui, sur les 1700 centres, vous avez 1000 centres qui produisent de la PRE. Ces 1000 centres-là sont sur une moyenne de 1000 VHU par an. Donc, clairement, il va y avoir de la concentration. C'est ce que l'on vise et ce que l'on voit aujourd'hui, hein. Donc, il y a les gros groupes qui rachètent des centres et vous avez des petits indépendants qui rachètent d'autres centres pour augmenter leur volumétrie. Donc, clairement, on va vivre une concentration. Par contre, comme je viens de vous dire, aujourd'hui, ces gros acteurs, actuellement, qui rachètent des centres, achètent des centres qui produisent du véhicule d'assurance. Alors maintenant, ça, c'est la situation aujourd'hui. Quelle sera la situation demain? Parce que derrière tous ces groupes, je rappelle que c'est avant tout des financiers. Ce n'est pas des professionnels du recyclage. Ce sont des financiers. Qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années? Parce que vous le savez tous, entre autres, si on parle d'Alliance Automotive, si on parle d'Autocirque, derrière, c'est des fonds de pension. Ça veut dire que demain, ces gens-là voudront recéder les sites. Ils voudront faire de la monnaie. Que vaudront les sites dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans? Question. Alors, si je dois dire, parce que ce n'est pas mon avenir à moi, bien sûr, c'est ceux des jeunes, je pense que si ils tendent un peu le dos, s'ils sont capables de valoriser les produits, parce que là aussi, je rappelle quand même que la majorité des gros groupes qui aujourd'hui rachètent des centres produisent peu de PRE proportionnellement aux autres centres traditionnels. Hein? Ça, c'est un deuxième important. Demain aussi, leur équilibre économique repose beaucoup sur le négoce de véhicules accidentés. Si demain, imaginons que les textes évoluent et qu'on n'arrive que sur de la PRE, quel sera l'équilibre? Et le dernier maillon, le dernier élément, c'est le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on sait clairement que quand on travaille sous des gros groupes, il y a des N+1, N+2, N+3, donc il y a une strate de personnes à financer qui fait que notre PRE devient de plus en plus cher. Est-ce que l'équilibre va se poser demain? Quelle va être la conséquence demain? Donc, attendons de voir, regardez bien comment vous êtes organisés, produisez de la PRE, et je pense qu'il y a encore de l'avenir pour les centres indépendants. Bon, bah écoutez, c'était le mot de la fin, puisque nous approchons de la fin de cette réunion. Plus personne dans la salle ne veut poser de questions? Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter? Manon. Patrick, je vais juste rebondir sur un petit peu ce que tu disais.
par rapport aux équilibres économiques, effectivement, on ne va pas se le cacher, toutes nos entreprises reposent sur le négoce. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'expliquais dans mon préambule plus tôt, il y a des pays qui arrivent à avoir un équilibre économique juste avec la PRE. Et pourquoi? Parce que ça repose sur plusieurs choses. Alors évidemment, il y a le prix d'achat des véhicules, mais il y a le prix de vente. C'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans un marché où tous les secteurs augmentent leur prix. Et la PRE, vous pouvez regarder, on est un des rares secteurs où les prix restent trop bas, à mon goût. On a des investissements énormes. On parlait de l'électrique. L'électrique, c'est aujourd'hui 200 à 300 000 euros par centre pour se mettre en conformité. On n'a pas de retour économique sur les batteries. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui gérer, mais qu'il va falloir vraiment appréhender pour demain. Mais je tiens quand même à signaler que cet équilibre économique uniquement par la PRE, il peut fonctionner, mais pour ça, il faut que tout le modèle change. Merci. Bon, eh bien, nous allons remercier Florence, Manon, Marc, Patrick, sans oublier Luc, qui était là au début. Et nous allons tous vous remercier également de nous avoir écoutés et suivis. Au revoir.